nous a envoyé un message ce matin en disant qu'il ne serait pas des nôtres, mais qu'à d'autres occasions, il se présenterait. Et puis l'Union, l'UDPS, en fait, les représentants qui sont ici, donc j'ai en face de moi M. Bertrand Kabongo, qui représente l'UDPS. Bonjour. Et j'ai également Alain Moussenga, qui représente le PPRD. Bonjour monsieur, bienvenue à l'émission. Oui, c'est Moussendé. Moussendé, voilà. Bonjour et bienvenue à l'émission. Oui, c'est mon plaisir. Alors donc l'émission, je voulais déjà qu'on s'entende sur un principe. Nous allons parler de trois grands volets. Le volet politique, la politique congolaise, le volet des élections, élections et régulation. Et puis le troisième volet, on va terminer tranquillement avec ça. La classe politique, le leadership congolais. Donc voilà un peu, et puis dans chaque volet, il y a quelques 3 ou 4 petites questions que nous allons aborder. Donc le premier volet, volet politique congolaise, la première question que j'ai à vous poser à tous les deux, parce que c'est vous qui avez accepté notre invitation et on vous remercie. Quelle est votre lecture de la situation politique actuelle en République démocratique du Congo? Je vais peut-être commencer par vous, monsieur Bertrand Kabongo. Oui, merci Jean-Marie. Je commence d'abord par remercier cette initiative et vous remercier particulièrement. Vous vous rappelez, en 2011, à la veille des élections, on a été ici en studio avec l'UNC par téléphone, avec un représentant de la Pareco et moi-même. On a dû débattre autour de certaines questions prioritaires. Et aujourd'hui, on se retrouve encore à la veille, disons-nous, des élections qui deviennent de plus en plus problématiques pour parler de la situation en République démocratique du Congo. La situation est catastrophique. Quand on essaie de voir la déliquescence politique, sociale dans laquelle se retrouve le pays, on se pose la question réellement, est-ce que ce pays est un État? Est-ce que ce pays est vraiment dirigé? Et pour revenir à votre première question, ma lecture est celle-là. Et tout ça par une certaine volonté voulue et soutenue, entretenue par la classe dirigeante. Ne nous cachons pas la face, il y a une autorité morale qui dirige ce pays-là, M. Joseph Kabila, qui, on le voit, mène une action délibérée d'exécuter un plan de conduire le pays vers le chaos. Le chaos qui n'a pas pu bien gérer depuis 2001. Alors, monsieur Alain Moussédé a la même question, a la même question. Donc, quelle est votre lecture de la situation politique actuelle en République démocratique du Congo? Ouais, d'abord, je vais dire que je suis très fier de représenter le PPRD, qui est le plus grand parti politique du Congo, en termes parlementaires. Donc, au pouvoir également? Au pouvoir, on a l'habitude de gagner, on gagnera encore à la prochaine élection. La lecture politique est simple. D'abord, il faut toujours planter le décor. Il faut savoir que depuis l'indépendance, le Congolais de la RDC, d'âge majeur pour voter, a voté pour la première fois pour son président en 2006. L'héritage est un cadeau de Joseph Kabila Kabange. Comme il l'a dit lui-même, même si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à mes œuvres. C'est lui qui a amené la démocratie au Congo. L'UDPS en est arrivé pendant des décennies, mais malheureusement, ils ont échoué pour le mettre en réalité. Et Joseph Kabila ne l'a pas fait une fois, il l'a fait 2 fois. 2006 et 2011. J'aurais aimé être ici en 2011 pour en parler comme mon co-débatteur a mentionné. Alors la réalité politique est la même maintenant. Nous avons une commission électorale indépendante qui doit opérer, mais nous avons une opposition qui tergiverse, qui lui fait voir de toutes les couleurs, qui est incapable de s'organiser. Il faut d'abord se rappeler que cette opposition-là, la Constitution, il y a un article, l'article 8 de la Constitution, qui reconnaît l'opposition, une loi organique qui reconnaît le leader de l'opposition, qui doit avoir certaines prédispositions faites à son personnage ou à son bureau. Mais depuis 2006, l'opposition est incapable, absolument incapable, de se choisir un leader d'opposition. Ça, ce n'est pas une opposition prête à diriger. Selon vous, quelle est la capacité des Congolais à résoudre les problèmes congolais? Je fais référence à ce qui s'est passé il y a quelques jours donc, en Belgique. C'est ma deuxième question par rapport à ce volet politique congolaise. Et puis après, je vais à la même question
avec vous, M. Bertrand Kaboul? J'ai étudié en Asie, j'ai étudié au Canada, j'ai participé à plusieurs conférences à travers le monde. Le Congolais est un des peuples les plus intelligents de la planète. Le problème avec le Congolais, c'est qu'il y a un manque d'abord de compréhension fondamentale de ce qu'est la démocratie. Il y a une mentalité coloniale qui est encore présente 56 ans après la mort, après l'indépendance. Et il y a encore 32 ans. Il y a encore 32 ans des dictatures qui a ancré une mentalité de corruption, le clientélisme qui est encore jusqu'à la moelle épinière de plusieurs acteurs politiques. C'est ça qui fait que c'est difficile. Mais si les gens se dépassent, si les gens deviennent épris de nationalisme et comprennent, il y a une ignorance des enjeux mondiaux pathologiques dans la classe politique, surtout à l'opposition. Et je vais vous donner des faits, parce que nous, au PPRD, on ne parle pas dans le vent, on parle avec des faits. Et je vous en donnerai. Donc là, la question, donc, selon vous, quelle est la capacité des Congolais de résoudre les problèmes congolais Je vais d'abord revenir sur une petite nuance que mon ami probateur a soulevée. Il a bien précisé que le PPRD est un grand parti en termes parlementaires. Ce qui fait que ce n'est pas un grand parti en termes de population ou sur le territoire national. Donc c'est juste un terme en termes parlementaires. Et pas c'est un parti au pouvoir. Vous l'avez dit, ils ont beaucoup de députés. Effectivement, c'est parce qu'ils ont... Mais comment est-ce qu'ils ont eu ces députés-là? C'est bien la population qui les a eus. Mais il y a eu tricherie et fraude, et ça tout le monde le sait. Et c'est pour cela qu'il a bien évité le mot de dire c'est un parti populaire. Il y a quelqu'un qui a un téléphone qui peut-être doit... Et l'UDPS, on affirme haut et fort, nous sommes un parti populaire, un très grand parti, qui travaille encore très fort pour arriver à résoudre le problème de crise en République démocratique du Congo. Alors, quelle est la capacité des acteurs politiques à résoudre les problèmes congolais? Ouais. La capacité est là. Sauf qu'on remarque qu'au niveau, et j'ai bien apprécié ce que mon compatriote venait de dire, c'est comme si au Congo on n'a pas, au niveau des politiciens, ils n'ont pas cette conscience de ce qu'ils ont. Ils n'ont pas une certaine vision. Donc, en lieu et place d'avoir une vision pour le peuple, eux travaillent pour leur ego personnel. Et c'est pour cela qu'ils veulent toujours s'accrocher au pouvoir. Et c'est dans ce cadre que nous, à l'UDPS, on a tenté plusieurs fois. Il vient de soulever le problème que depuis 2006, on n'a jamais eu un leader à l'opposition. Ce qu'il semble oublier est qu'en 2006, après les élections, le leader de l'opposition qui était là a été mis aux arrêts, M. Jean-Pierre Mbembe. En 2011, c'était une cacophonie infernale et provoquée par le PPRD et la mouvance de M. Kabila. Alors, de là, nous, au niveau de l'UDPS, nous avons pensé comment arriver à mettre ensemble toutes les forces qui peuvent se réclamer l'opposition, parce que, qu'on le veuille ou non, il faut éviter la politique du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Alors on s'est dit, est-ce qu'il y a lieu de se mettre ensemble, de mettre sur place une plateforme solide, autour des engagements solides, pour pouvoir aller de l'avant et parler d'une même voix. Parce que, comme vous le savez, il y a eu, en 2011, il y a eu des commentaires, et vous le savez, on a eu aussi une émission sur ça. Si l'opposition était unie, on était capable de battre le président sortant. C'était de la folie. Parce que cette opposition, comment pouvait-elle s'unir? Parce que quand on a appelé les acteurs, ils ne sont pas pointés. Et c'est pour cela, cette fois-ci, on a pris l'initiative d'aller à Genval avec des partis politiques et la société civile qui se réclame de l'opposition pour essayer de faire quelque chose, pour aller de l'avant. Ce qu'on a nommé rassemblement. Maintenant, mon troisième point pour le premier volet de questions avec vous, et je commence avec vous. Comment jugez-vous la médiation ou la facilitation d'Edem Kodjo? Parce que ça suit un peu la logique que si les Congolais ne sont pas capables de résoudre leurs problèmes, ça prend un médiateur qui peut être qu'on nomme et puis pour essayer de faire à ce que les choses fonctionnent un peu pour les autres. La médiation d'Edem Kodjo, vous la jugez comment? Vous savez, ça fait partie de ce qu'on appelle la palabre africaine.
quand il y a deux frères ou deux sœurs, deux familles qui s'attaquent, on va chercher un arbitre neutre. Et c'est pour cela, ici, nous ne parlons pas de la modération, on parle de la facilitation. Et cette facilitation, que ce soit Aidé de Kodjo ou une autre personnalité, on en a besoin. Parce que maintenant, nous sommes en face des deux camps, et deux camps qui se disputent. Alors, il faudrait une facilitation. Alors, nous, au niveau de l'UDPS, on ne récuse pas Aidé de Kodjo, mais tout ce qu'on lui dit est que c'est bien avoir cette facilitation-là, qui s'appuie sur, parce que le dialogue s'appuie sur les résolutions de l'ONU, qui s'appuie sur la dernière résolution de l'ONU 2277, et essayer d'avoir avec lui, et Aidé de Kodjo lui-même l'a reconnu, avoir un panel d'assistants. Et il a dit, lui-même ne peut pas tout faire. Et j'ai lu dans vos courriels, il y a quelque chose là qui me frappe toujours, c'est dans toute la sagesse africaine. Une seule abeille ne peut pas faire du miel. Un seul doigt ne peut pas laver toute la face. Alors, et lui-même l'a reconnu. Et nous sommes à ce niveau-là. Au niveau de la facilitation, ça ne pose pas de problème, mais c'est quelle approche, quelle méthodologie, quelle stratégie pour arriver à atteindre les objectifs que le dialogue se fixe. Monsieur Alain Moussende, comment jugez-vous la médiation ou la facilitation d'Aidé de Kodjo? Oui, merci beaucoup Jean-Marie. Mais je voudrais d'abord reprendre ce que mon co-débatteur avait dit en termes de tricherie. Il y a deux aberrations populaires qu'on entend au niveau de la diaspora et qui rejoint ce que j'ai dit auparavant, l'incompréhension de la démocratie. Vous avez entendu mon co-débatteur qui a dit qu'avoir une majorité parlementaire ne veut pas dire une majorité populaire. Mais je remercie mon frère ici qui a tout de suite redressé la situation. Mais la majorité parlementaire, c'est les élus du peuple. Comment? C'est une contradiction fondamentale. Et puis cette deuxième aberration, l'histoire de tricherie. Mais nous devons enlever le débat sur la politique congolaise de la rue et l'amener dans un cadre plus académique, rigoureuse, supportée par des preuves. Et c'est comme ça que nous opérons au sein du PPRD. Cette histoire de tricherie, ça vient où? Où sont les preuves? Est-ce qu'il y a tricherie? Voilà. Et je vais vous dire une chose, comme on aime parler avec des preuves. Le rapport de Centre Carter, il y avait des observateurs qui sont venus au Congo. Le Centre Carter, l'UDPS et les autres, des mauvais perdants, qui disent que, oui, il y avait des irrégularités dans le Centre Carter, le rapport des observateurs du Centre Carter. Mais, malhonnêtement intellectuels, ils oublient de mentionner la conclusion finale de ce rapport. Je l'ai ici sur mon laptop. J'aurais vous montrer pour que vous lisiez, vous lisiez ça vous-même. Comme on dit à Lingala, Solitolobi, Bakoboya. Vous allez lire ça. Ça veut dire que si nous le disons, ils vont le nier. Mais je demande à tout Congolais de bonne volonté d'aller au site web du Centre Carter et le lire. Il dit ceci: malgré les irrégularités, l'ordre d'arrivée des candidats, tel que proclamé par la CENI, ne changerait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, c'est malhonnête lorsque les gens disent qu'irrégularité, on insinue que ça veut dire que ça profitait aux vainqueurs. Pas du tout. Il y a des perdants qui sont engagés dans l'irrégularité et qui ont perdu de toutes les façons. Alors, donc, ça d'abord. Comment vous jugez la médiation de Kodjo? Ce que j'aurais proposé, mon frère, c'est d'abord de parler. Il ne faut pas surestimer la compréhension de tout le monde qui nous suit. Et on devrait d'abord parler pourquoi Kodjo, comment il en est arrivé, pourquoi le dialogue, qui a crédité Kodjo. J'ai aimé mon co-débatteur qui a dit que Kodjo a été envoyé par les organisations internationales, l'ONU, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union européenne, tout le monde est derrière Kodjo. Mais comme je vous ai dit au début, c'est toujours et encore l'opposition. Mon co-débatteur a oublié de mentionner une chose. Monsieur Kodjo veut mettre en place un comité préparatoire pour le dialogue. Il a dit que ça sera composé de 30 personnes. 12 de la majorité présidentielle, 12 de l'opposition, 6 de la société civile. Aussitôt dit, aussitôt fait, le PPRD, la majorité présidentielle, comme toujours, nous sommes le parti le plus professionnel du pays, on a soumis notre liste. Et l'opposition? Oh mon Dieu, l'UDPS a promis la liste d'abord le 26 avril. Jamais venu. Ils ne se sont pas excusés même auprès de Kodjo. Et Kodjo devait aller le voir encore pour leur demander, oh, cette fois-ci on vous le donne le 10 mai. Jusqu'aujourd'hui, pas de liste. C'est 12 noms, pas 120,
Pas 12 000, pas 1,2 million, pas 1,2 milliard. 12 non. Incapable de le faire. Mais si un parti qui n'est pas capable d'honorer des engagements aussi élémentaires au niveau international, comment doivent-ils être dirigés? Ils ne sont pas prêts. Alors, j'ai pitié de Kodjo parce qu'il se fait jouer par l'opposition, notamment l'UDPS. Mais tenez une chose, ce n'est pas la première fois que l'opposition congolaise humilie le pays auprès des médiateurs internationaux. Allez-y chercher le discours d'Abdoulaye Wade lorsqu'il est venu au Congo comme médiateur. Comment est-ce qu'il a qualifié l'opposition congolaise? Ça me trouble, moi, quand je vois la diaspora embrasser aveuglement l'opposition congolaise. C'est troublant. En tout cas, on va continuer dans le débat. Donc, on va toucher maintenant le deuxième volet, qui est le volet élection et régulation. Et peut-être quand je pose ma question, vous pouvez, en répondant à ma question, apporter des modifications ou des informations, des ajouts d'informations à ce propos-là. Je ne vais pas vous regarder et faire l'émission parce que toutes mes questions sont posées sur mon ordinateur. Alors, le deuxième volet, c'est les élections et régulations. Donc, depuis les dernières élections, donc en 2011, on se rappelle donc pourquoi la République démocratique du Congo n'est pas capable de préparer les élections en 2016. On a l'impression d'être à Kabogo et puis pour maintenant de la Joue. Je voudrais d'abord revenir sur certains petits points. Vous savez, d'un côté, on parle d'irrégularité. Même l'autorité morale de la mouvance présidentielle, dans son discours inaugural de son second mandat, avait parlé d'irrégularité. Et quand on parle d'irrégularité, dans une élection démocratique, il y a lieu de se poser des questions. Il y a un problème très crucial qui se pose au sein de la classe politique congolaise. C'est le manque d'éthique. Vous allez voir le manque d'éthique et manque de constance. Vous allez voir les mêmes personnes. Rappelez-vous, en 2011, on était ici en débat avec des gens qui se réclamaient de la Péréco. Et juste après les élections, ces gens devenaient cadres de l'UDPS. Et c'est presque ça ce qui trouble, ce qui est troublant sur le terrain congolais. Ceux qui se réclament aujourd'hui du PPRD parce qu'il est le parti au pouvoir, demain, ils vont glisser pour aller s'accrocher à un autre parti qui va être au pouvoir. Donc des éternels caméléons. Et c'est ça la politique du caméléon, comme le dit le président Tshisekedi dans ce livre ici. La référence du livre, c'est quoi? Pour ceux qui n'écoutent pas, qui sont en train de nous écouter. C'est le livre Le peuple d'abord, mon combat pour l'avènement d'un état des droits. Vous pouvez le trouver aux éditions Moroka et Jean-Marie, à travers la radio, va vous communiquer les coordonnées, les références. Pour le moment, revenons à l'accusation faite à l'UDPS concernant la liste des 12 membres. Pourquoi ça traîne? Eden Kodjo a dit ceci, il devait avoir une liste des 12 membres de l'opposition conduite par l'UDPS. Et on l'a dit ici, on l'a répété, il nous fallait une sorte de concertation pour arriver à trouver cette liste des 12 membres. Ça, c'est un. Des deux, on ne va pas se jeter là en se disant, aller en comité préparatoire, parce qu'il y a le comité préparatoire. Il y a certaines conditions préalables dans toute organisation. Et ça se fait. Il n'y a qu'au PPRD où ils pensent que, parce que l'autorité morale décide, on doit y aller. Non, à l'UDPS, nous ne sommes pas un parti dictatorial. Nous avons des collaborateurs. Nous devons nous consulter pour présenter cette liste. Ça, c'est un des deux. Nous posons des préalables. Et les préalables sont là. On s'est dit, pourquoi commencer la commission préparatoire alors que Eden Kodjo lui-même a dit qu'il est incapable, il attend avoir quelques assistants. Et ces assistants ont été accrédités par les organisations internationales. Et c'est cela. Pour revenir maintenant à la question des élections. Depuis 2011, on se pose la question de savoir est-ce qu'on va être capable d'organiser les élections en 2016. Depuis 2011, le pays est dans le chaos. Pourquoi? Parce que les élections ont été mal organisées, frauduleuses et catastrophiques. Les résultats sont là. Et nous sommes maintenant en 2016. Depuis 2012, dans chaque budget, le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé toujours une enveloppe de 500 000 $ pour les élections. Nous sommes en 2016. En 2016, on nous dit que
par manque de financement, il n'y a pas lieu d'organiser techniquement les élections. Mais où sont parties ces enveloppes durant 5 ans? 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000. Et c'est la question. C'est le parti au pouvoir qui doit nous justifier pourquoi aujourd'hui, techniquement, il n'y a pas d'argent et pourquoi techniquement, on ne peut plus organiser les élections dans les délais constitutionnels. Monsieur Moussendi, alors, pourquoi la RDC, en 2011, les élections ont été organisées, mais en 2016, est-ce qu'on va organiser les élections ou pas? Bon, j'ai vu la question pour dire que la RDC est incapable d'organiser les élections. Je dirais que, avec tout respect, la question est mal posée. La RDC est complètement capable d'organiser des élections. Mais comme j'ai dit, ce sujet ici, j'apprécie, je loue beaucoup votre initiative. Mais il y a plusieurs aspects très techniques que nous devons d'abord clarifier. Les élections sont organisées par la CENI. Et la Constitution du Congo, l'article 211, parle de la CENI et il y a une loi organique qui décrit la CENI. Et c'est important pour les auditeurs pour comprendre parce qu'il y a encore d'autres aberrations trop populaires dans la diaspora que j'aimerais clarifier. La CENI est comprise de 13 membres. C'est la Commission électorale indépendante. 13 membres. 6 membres viennent de la majorité présidentielle, 4 membres viennent de l'opposition et 3 membres de la société civile. Maintenant où je vous parle, il y a des membres de l'UDPS et de l'UNC au sein de la CENI. Et cette société civile qui a l'habitude d'être toujours contre la majorité présidentielle, si vous faites le mathématique, l'addition, vous allez voir qu'en principe, c'est vraiment 7 contre 6 vis-à-vis de la majorité présidentielle. Et il y a autre. La loi organise exige que le président de la CENI sorte toujours de la société civile. C'est pourquoi on a les abbés comme Malou Malou et les autres. Donc, ça doit être d'abord clarifié. Donc, lorsque les gens racontent tout bonnement, matin, midi, soir, que oui, la CENI est manipulée par le président Joseph Kabila Kabange ou la majorité, c'est de l'aberration pure et simple. Parce que ça insinuerait que la majorité manipule aussi l'UDPS, l'UNC, la société civile. Ce qui est ridicule. Bon, la CENI a travaillé. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Mais on se retrouve avec des difficultés techniques facilement surmontables. C'est pourquoi j'ai dit que c'est très technique. Il y a d'abord des limitations, des difficultés constitutionnelles. Vous êtes en train de rentrer à ma deuxième question. Qu'est-ce que la CENI a fait pendant ce temps-là? Voilà, technique et constitutionnelle. C'est-à-dire quoi? Les élections doivent être globales. La diaspora doit voter. Mais l'article 8 de l'article 10 plutôt de la Constitution congolaise dit que la nationalité congolaise est seule et unique, exclusive. Donc, comment nous allons voter, nous les Canadiens d'origine congolaise? Donc, il faut un changement de la Constitution. Et lorsqu'on veut le faire... Elle a été changée, là. Mais non! Lorsqu'on veut le faire, l'opposition crie « touche pas à ma Constitution », ils descendent à la rue, ils cassent tout. La CENI a présenté plusieurs calendriers électoraux. Et le calendrier global, qui va donc des élections au niveau municipal, provincial, législatif, sénatorial et présidentiel. L'opposition la rejette. Nous voulons ça parce que nous voulons la vraie démocratie à la base. Rappelez-vous, c'est lui qui a amené la démocratie au Congo, l'élection, c'est Joseph Kabila. Personne d'autre. Vous l'avez rappelé. Voilà. Alors, ils ont fait ça et maintenant, je vais juste rapidement adresser l'histoire du budget. Après 2012, le président a décrété que 20 millions par mois, pas 500 000, devaient être assignés à la CENI. En 2012, c'est lui qui nous a amené pendant 5 ans à peu près 1,2 milliard de dollars, qui est le montant et le coût des élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2013, le M23 a occupé la ville de Goma. Ça, c'est la 5e ville congolaise. Et pendant ces temps, M23 pour les rebelles, voilà, dans tout pays, l'intégrité territoriale et la sécurité priment devant n'importe quelle élection. Alors, le budget était maintenant dédié à ça. Et c'est important de dire ceci. Il y a même des députés, des partis politiques proches de l'UDPS, ou bien qui se réclament de l'identité comme le Roger Lumbala, alors qu'il était dans l'Assemblée nationale, accusant le président matin, midi, soir, être complice avec le M23, mais il était dans le M23. Et maintenant, c'est connu. Les combattants en Europe, descendant de la rue, tout cassé, ils étaient dans le M23. Un exemple, comme nous parlons avec des faits, un certain Félicien Boteke, le frère de Martin Sali, et ils sont devenus logisme incroyable.
Comment comprenez-vous qu'ils accusent Kabila d'être rwandais et tout? Mais ils vont avec le Rwanda, le M23. C'est une entité rwandaise. Ils disent que Kabila est le neveu de Kagame. Alors comment vous allez partir chez l'oncle rwandais pour lui demander de vous aider à vous débarrasser du neveu rwandais? C'est bizarre, il faut être juste. Un combattant pour avoir une telle logique. Franck Kabogo, à la question, donc la CENI, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps et puis qui a obstrué l'organisation des élections dans le travail que devrait faire la CENI? D'accord, merci Jean-Marie. Je prends les auditeurs et auditrices à témoin. Vous avez suivi vous-même comment ça a été une diversion. Au lieu de dire pourquoi les élections n'ont pas été organisées, on dit que techniquement c'est parce qu'on voulait changer les élections, la constitution pour que les Congolais de l'étranger votent. Est-ce que vous pouvez trouver ça raisonnable? Ça c'est une insulte à l'intelligence des Congolaises et des Congolais. L'élection se prépare dès la fin d'une autre élection. Nous le vivons partout dans tous les pays. La CENI est une agence comme notre agence, la commission électorale ici au Canada, et qui doit avoir un budget strict, un budget qui est là, dégagé. J'ai parlé des 500 000, c'était une erreur, c'était 500 millions, décidé dans le budget. Regardez dans tous les budgets. Et puis 2012, on nous l'annonce toujours. Et aujourd'hui, on vient nous dire, parce qu'on a été attaqué en 2013, voilà pourquoi nous sommes incapables d'organiser les élections aujourd'hui, techniquement. C'est parce qu'on voulait que les électeurs de la diaspora participent à cette élection. Voilà pourquoi nous sommes incapables de le faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand même, les gens de l'extérieur sont capables de voter, non? Non, ils ne sont pas capables parce que la Constitution. Mais par contre, nous l'avons toujours voulu. Oui. Par contre, c'est que mon co-débatteur a oublié de mentionner qu'il y a eu un moratoire depuis 2006. Et ce moratoire existe. Ce moratoire, c'était pourquoi? Pour protéger les élus qui étaient déjà là. Et depuis 2006, la même question se pose. Ils ont eu le kilo d'échanger la Constitution pour réduire l'élection présidentielle de 2 tours à 1 tour. Pourquoi ils n'y avaient pas pensé? Pourquoi attendre seulement 2011 et 2012 pour penser à un tel problème technique? Je trouve ça de la diversion et qui est vraiment une insulte à l'intelligence congolaise. La CENI est incapable d'organiser, d'après ce que nous avons eu, bien avant, du vivant même de Malouma, parce qu'elle n'a pas été financée. Et ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de budget pour organiser les élections. Ils n'ont pas dit que nous avons des problèmes techniques au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons proposé que les Congolais de la diaspora votent. On a la loi électorale. Nulle part on a soulevé cette question-là. La loi électorale, si vous vous rappelez, a fait jaser et il y a eu des morts à Kinshasa en janvier 2015. Et ce problème n'a jamais été soulevé. Et pourquoi aujourd'hui, pratiquement à 3 mois des élections, le problème se pose? Il y a un problème. Un problème, c'est pourquoi on n'a pas financé la CENI? Pourquoi le budget n'a pas été respecté? Et d'après vous? Et d'après moi, il y a eu une mauvaise foi quelque part. Il y a eu blocage quelque part. Et aujourd'hui, on nous parle de financement pour aider le gouvernement à faire déguerpir le M23. Mais il y a 1-2 mois, nos compatriotes continuent à tomber, à Béni, à Butembo, à Lubero, et personne n'en parle. Et ça va encore être une excuse pour nous dire non, on ne va pas essayer. Écoutez, ce sont les mêmes qui soulèvent ces genres de crises et qui viennent maintenant pour trouver des subterfuges. Non. Volontairement, le gouvernement de M. Kabila fait diversion, a refusé de financer la CENI pour un glissement des mandats. Et ça, c'est connu de tout le monde. Donc, monsieur Alain Moussende, à la même question, qui a obstrué l'organisation des élections dans le travail que devrait faire la CENI, et puis peut-être comment sortir de l'impasse dû à l'échec de la CENI, et peut-être nous donner 1 ou 2 propositions concrètes. J'aurais besoin de propositions concrètes de la part de M. Bertrand Kabogo également, avant de passer au 3e volet de notre discussion. Le problème financier est un problème, c'est le plus petit, le moindre de tous les problèmes de la CENI. Je dis que c'est très technique. La CENI a proposé des calendriers globaux à 2 reprises. Un calendrier global et un calendrier simplifié. C'est-à-dire global, c'est-à-dire qui inclut toutes les élections,
du provincial au présidentiel. Ça a été rejeté par l'opposition. Mon co-débatteur là, il va le reconnaître. La CENI est repartie pour présenter un autre calendrier global, plus petit cette fois-là, juste les élections législatives et présidentielles, rejeté encore une fois. Pendant tout ce temps, l'opposition tenait que chaque fois qu'il faut faire ce genre de calendrier, ça prend 6 mois environ pour la CENI pour le faire. Et c'est l'opposition qui rejette ça. Et finalement, pendant tous ces temps, l'opposition exige le départ du président de la CENI. Le président de la CENI est parti. Ils ont exigé, mais le deuxième président qui est venu est malade, il devait partir. Et pendant tous ces temps, il y a certains problèmes techniques fondamentaux. Le fichier électoral actuel, c'est un fichier qui date de 2006. Ça veut dire quoi? Tous les majeurs, les nouveaux majeurs, ceux qui étaient mineurs en 2006, qui sont maintenant majeurs, doivent voter maintenant. Le gouvernement, le vice-premier ministre Évariste Bochab est parti à l'Assemblée générale avec une loi, présenter une loi qui devait mettre en place, commencer le recensement, qui est un prélude pour le fichier électoral. Ça a été rejeté encore par l'opposition. Mais il y a un danger. Le danger, c'est quoi? On part aux élections aujourd'hui sans les nouveaux majeurs. Ils ont le droit constitutionnel de saisir la Cour constitutionnelle pour être privés de leur droit constitutionnel de vote, et le résultat de l'élection, quel qu'il soit, sera rendu nul. Donc, ce sont des problèmes techniques sérieux que la diaspora devra comprendre. Alors, ce que je vais dire, des propositions concrètes. Oui. Le dialogue. Le dialogue, c'est quoi? La CENI est bloquée, mettons-nous ensemble. Qu'on dise à la CENI, concrètement, qu'est-ce que nous voulons? Calendrier global ou non? Qu'est-ce que nous voulons faire au niveau du recensement? Le nouveau fichier. On va avec le fichier actuel? Alors les conséquences de la Cour constitutionnelle. Ou on prend un autre fichier. On n'a pas eu des élections apaisées. Tout le temps des troubles en 2006, en 2011, où un perdant va prêter serment chez lui à la maison, comme deuxième président. Mais oui, ce qu'on ne dit pas, si j'aimerais que mon co-débatteur, parce que le Congo a 2 présidents depuis 2011, qui nous parle du bilan du président Tshisekedi, parce qu'il était élu aussi. Moi, je peux défendre le bilan de Kabila. Alors, il y a des actes que nous posons qui ont des conséquences sérieuses. Donc, qu'on aille au dialogue, et à partir du dialogue, on donne un avis clair à la CENI. Qu'est-ce que nous faisons au niveau du recensement? Qu'est-ce que nous faisons au niveau de changement de la Constitution pour que le diaspora vote? Quel calendrier? Et après ça, on va faire sortir de l'argent. L'argent, c'est la moindre des choses. Le Congo, l'argent, c'est la moindre des choses. Même si ça manque pour l'organisation. Non, il y en a. D'abord, 2 incohérences. Allez-y. L'argent, c'est la moindre des choses, mais on n'a pas pu organiser les élections parce que le budget qui était prévu pour les élections a été accordé à l'armée. Deuxième incohérence. Le premier vice-ministre Bochab est allé à l'Assemblée nationale présenter un calendrier des propositions. Et ces propositions ont été rejetées par l'opposition qui est minoritaire à l'Assemblée. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre dans un pays où le gouvernement est majoritaire et qu'une proposition soit battue par la minorité? Ça n'existe nulle part au Congo. Et ça, ce sont des incohérences. Pour revenir maintenant aux propositions concrètes. Oui. Pour sortir de l'impasse. Pour sortir de l'impasse. Oui. Le président Tshisekedi. Et voilà son bilan. Et c'est sa force. Et c'est ça son leadership. Il a soutenu le dialogue. Et depuis 1 an, on a envoyé une feuille de route à la MONUSCO. Dans la feuille de route, on a décrit. On a dit, si on ne respecte pas ce processus, on ne va pas arriver à des élections paisibles et crédibles. Aujourd'hui encore, vous l'avez vu, on a dû ratisser plus large. Aller même chercher ceux d'hier qui étaient des adversaires, qui étaient même membres de la mouvance présidentielle, pour faire coalition, pour parler même langage. En se disant, oui, acceptons, allons au dialogue, dénominateur commun avec la mouvance présidentielle et nous, sauf que le contenu, c'est là où on diverge. Pour eux, le contenu, on a assisté aux 2 actes de pré-dialogue, c'est le partage du pouvoir. Nous ne sommes pas là pour le partage du pouvoir. Nous sommes là pour arriver aux élections libres et crédibles. Le dialogue, pour le moment, c'est la voie la plus sûre qui puisse nous conduire à une solution. Je soulève encore autre chose. C'est depuis 2006, disait mon combatteur, que le fichier électoral n'a pas été nettoyé.
Un jeune homme qui, en 2006, avait 15 ans, en 2011, il avait quelle année? Il avait quel âge? On parle de 15 ans plus 5, ça fait 19 ans. c'est ça. Donc, logiquement, au Congo, les élections déjà 2011 devraient être contestées devant la Cour suprême parce qu'il y a eu des jeunes à l'âge de voter qui n'ont pas pu voter parce que le fichier que nous avons jusqu'aujourd'hui date de 2006. Ouais. Et qui est responsable de ça? C'est un peu tout le monde quand même. Non, pas tout le monde. C'est pas, la CENI dépend de qui? La CENI dépend du gouvernement. La CENI est financée par le gouvernement. Ouais. Pourquoi la CENI ne l'a pas fait et pourquoi on a précipité les élections sans avoir nettoyé le fichier électoral? Pourquoi ça devient maintenant un problème en 2016, c'est-à-dire 10 ans plus tard? C'est-à-dire les jeunes hommes qui avaient 15 ans en 2006 en a aujourd'hui 25 ans. Et pourquoi ces jeunes hommes qui étaient déjà à l'âge de voter en 2011 ne l'a pas fait? Et pourquoi il va contester maintenant en 2016? Je suis pour le nettoyage du fichier. Mais pour le moment, le gouvernement de M. Kabila s'est montré incapable. Et si on nous dit ici que l'argent ne fait pas problème, donc tout est fait délibérément pour occasionner un glissement au niveau des mandats présidentiels, ce qui est vraiment à plaindre. Voilà, donc écoutez, on rentre dans la troisième et dernière partie de notre conversation ce matin, notre débat, et puis on rappelle à tout le monde que nous sommes accompagnés de M. Bertrand Kabongo, qui représente l'IDPS, le parti politique reconnu en République démocratique du Congo, et M. Alain Moussembe, qui représente le PPAV, donc le parti au pouvoir. Je suis accompagné également d'Hervé Somme, qui est mon collaborateur, et puis André Chabani, qui m'accompagne. Alors là, la deuxième et la dernière partie de notre conversation, messieurs, les questions vont être rapides. J'attends de vous que les réponses viennent de manière aussi simple, parce que les autres étaient plus complexes, il fallait plus détailler. Alors maintenant, le premier volet de cette partie la session qu'on a intitulée « La classe politique, leadership congolais ». Pourquoi les leaders congolais retournent-ils toujours en Belgique pour trouver les solutions aux problèmes internes qui s'opposent à la République démocratique du Congo? Je pense qu'il y a un problème d'abord de sécurité. Un problème de sécurité. Vous avez vu tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Quand l'opposition essaie d'organiser des manifestations, c'est dispersé à base de gaz lacrymogène. Quand le pouvoir organise des marches de soutien, bientôt là il y a encore une marche de soutien pour le général commandant de la ville, c'est encadré par la police. Imaginez-vous, dans ce contexte-là, organiser un débat de telle envergure, on n'était pas garanti d'avoir toute la sécurité. Donc pour les raisons sécuritaires. D'abord pour les raisons sécuritaires. Deuxième chose, le président Tshisekedi, qui a convoqué ses assises, étant à Bruxelles avec un autre calendrier parce qu'il doit être au panel de Parti socialiste le 28 juin ici. Ouais. Donc on a trouvé que Bruxelles, d'abord sur le plan sécuritaire et sur le plan technique nous offrait un cadre pour ce genre de conclave. Monsieur Moussembe. Alors, pourquoi les leaders congolais retournent-ils toujours en Belgique pour trouver les solutions aux problèmes internes qui s'opposent à la République démocratique du Congo? Deux points, la mentalité coloniale et l'esprit de ôte-toi que je m'y mette. Allant à Bruxelles, l'acte lui-même, ça se comprend. Monsieur Tshisekedi est en convalescence, ça c'est pas un problème de se rencontrer là-bas. Mais il y a plus grave. À la fin de leur rencontre, ils ont fait un rapport. Qu'est-ce qu'ils ont fait du rapport? Ils sont partis remettre au ministre des Affaires étrangères belge, M. Didier Reynders. C'est affreux. 56 ans après l'indépendance du Congo, 5 ans après la mort de Lumumba, pour qui cette terre est là. Tenez bien, il y a une obsession internationale qui doit réveiller le Congolais. Le président Eduardo dos Santos de l'Angola, lorsqu'il est devenu président, Joseph Kabila Kabange avait 8 ans. Lorsque Sassou Nguesso est devenu président, Joseph Kabila Kabange avait 8 ans. Lorsque Museveni est devenu président, Kabila Kabange avait 15 ans.
Mais, Paul Biya, c'est quoi? oh, mais imaginez-vous que toute la planète s'obstine seulement sur Kabila. Mais réveillez-vous, Congolais. Demandez-vous, mais c'est quoi l'obstination? Nous sommes le pays le plus démocratique. Suivez les chaînes congolaises, vous allez voir. On insulte, on calomnie Kabila matin, midi, soir. Osez ça au Rwanda. Osez ça en Angola, au Congo-Brazzaville. Et vous allez voir. Alors, c'est cette mentalité coloniale malheureuse qui continue dans la classe politique congolaise. Alors, que faut-il retenir du conclave en Belgique le 7 juin dernier? Du n'importe quoi. L'opposition n'est pas à sa première mésaventure. Ils étaient agorés pour apprendre des bannières subversives, de soulever le peuple, créer l'anarchie, avec les Yanamar, Ballet Citoyen, d'autres groupes obscurs de cette nature. Où est-ce qu'ils en ont arrivé? Mais au Burkina Nulle Faso, part. ça marchait quand même, on est d'accord. Le Congo n'est pas le Burkina Faso et le contexte est complètement différent. Était né au Burkina Faso, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, il est d'origine congolaise. C'est un détail que les gens oublient. Il faut qu'on revienne ici pour aller plus en profondeur. Tout ce que j'allais dire. Alors, donc, que faut-il retenir du conclave en Belgique le 7 juin dernier? Et puis, j'aimerais aussi qu'on insiste sur le rôle que le Canada doit jouer ou peut jouer dans cette situation. D'abord, le conclave, tout le monde crie, l'opposition n'est pas organisée, et quand l'opposition essaie de s'organiser, on commence maintenant à se poser des questions. Et du conclave est né l'acte d'engagement, ce qui n'est jamais arrivé dans la classe politique congolaise. Tous les participants au conclave ont signé ce qu'on appelle l'acte d'engagement. Ça, c'est déjà un grand pas en démocratie. Et pour revenir à ce que mon ami disait, ce n'est pas parce que Kabila Kabang a 45 ans qu'on doit lui accorder un mandat éternel de 100 ans. Comme on disait à Mobutu, 100 ans, Ça voulait dire? On va lui donner 100 ans. Parce qu'il a 45 ans, on peut encore lui ajouter 80 autres mandats. Ça, c'est vraiment ridicule. On peut dire la même chose. On dit que le ridicule ne tue pas. On peut dire la même chose de Tshisekedi, Non. à son âge, il peut laisser la place à quelqu'un d'autre. Non, Tshisekedi ne veut pas. Tshisekedi n'a jamais assumé de mandat. Et M. Kabila a 2 mandats. Et c'est constitutionnel. Comment on peut se dire, je suis pour la Constitution, je suis démocratique, tout en disant, mais il n'a que 45 ans, pourquoi ne pas lui ajouter encore 25, 30 ans? C'est vraiment ridicule. Le Canada, vous savez, le Canada, c'est un pays qui joue un rôle déjà très très important, du moins avec le gouvernement libéral. Oui. Mon co-débatteur est très informé sur la copie que nous avons remis au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères belge, mais il n'a pas informé des copies que nous avons remises à l'Union européenne, au ministre des Affaires étrangères français, au ministre des Affaires étrangères du Canada. Il n'est pas informé de ça. Et est-ce ça de la colonisation? Non, parce que nous voulons que ce pays nous aide à stabiliser nos pays. Et le Canada est prêt à jouer un rôle très important. Nous sommes très en contact avec le gouvernement canadien pour pouvoir asseoir. On ne se bat pas pour le pouvoir, autrement que je m'assois. Non. Qu'on organise des élections démocratiques, libres, dans la transparence et que le meilleur gagne. Et le Canada est derrière ça pour arriver à sortir le Congo de cette déliquescence sans pareil. Monsieur Moussende. Oui, le Canada. Le rôle que doit jouer ou que peut jouer le Canada dans la situation actuelle entre démocratie du Congo? Le Canada est un des pays qui a une crédibilité notoire sur la scène internationale. Ils peuvent partager leur expertise, par exemple, dans le développement des fichiers électoraux, dans l'observation des élections qui auront bel et bien lieu et que nous allons gagner parce que nous sommes le mieux organisés et nous avons plus d'expérience que tous les autres partis politiques dans l'élection. Donc, on attend beaucoup du Canada. Le Canada est présentement très investi dans le domaine minier, mais on aimerait qu'il s'implique encore dans le domaine agricole, par exemple, qu'ils viennent investir, parce que nous sommes en train de diversifier notre économie, on aura besoin du support du Canada. Alors, donc, pour terminer, en terminant, Lumumba, j'avais écrit ça quelque part, pour Lumumba, avant de mourir, la dernière question, elle m'a été inspirée par le livre qu'il voulait publier, le parti Lumumba, vous vous souvenez, il se posait la question de savoir, le Congo a-t-il un avenir?
Et puis le livre a été publié à poste quand il est mort finalement. Et vous connaissez la petite histoire. Donc, en terminant, je vous pose la même question que le monde va se poser. Et quel est l'avenir de la République démocratique du Congo selon vous? L'avenir de la République du Congo dépend de notre patriotisme, de notre amour pour le peuple et de notre travail pour le peuple. Il n'y en a pas deux. Tant que nous allons continuer à nous battre pour nos ventres et pour nos maisons, rien n'irait. Et Patrice Lumumba est mort pour ça. Et M. Etienne Tshisekedi est toujours accusé de nationalisme à cause de ça. Parce qu'il est là pour le peuple, il travaille avec le peuple et il s'investit pour le peuple. Tout ce que moi je peux lancer comme message auprès des jeunes Congolais et Congolaises, c'est que nous prenions nos responsabilités. Nous prenions nos responsabilités, quelles que soient nos tendances, pour mettre les intérêts du peuple au devant de nos propres intérêts. Monsieur. J'ai aimé ce que mon co-débatteur a dit au sujet de le patriotisme, l'amour du pays. C'est la clé. Le Congo a un avenir radiant. Ça, c'est la terre de Patrice Emery Lumumba, Pierre Moulele, Laurent Désiré Kabila. Moulele et Lumumba sont les deux seuls leaders politiques du Congo qui ont été coupés en petits morceaux par les étrangers et tués. Nous sommes en voie de l'émergence, selon la vision de la révolution de la modernité du PPRD du président Kabila, pour l'émergence du Congo en 2030. Si vous formez l'auditoire, maintenant, le Congo a la troisième croissance économique la plus rapide de la planète. Nous sommes une des vedettes économiques de la planète. Et, comme on dit, qui aime la paix prépare la guerre, l'armée congolaise, le FRDC, qu'on appelle affectionneusement au Congo maintenant, Elo Kwamakasi, a été classé par Global Firepower comme étant la 10e puissance militaire de l'Afrique maintenant. Et tous nos voisins, l'Ouganda est, je crois, en 18e position, le Rwanda même pas classé, c'est seul l'Angola qui est en 6e position. Et nous sommes 73e du monde. Une armée qui, vers les années 90, les militaires n'avaient même pas des bottes au temps de Mobutu. Et ils devaient se nourrir en emmerdant les gens la nuit. Donc nous sommes en voie avec le PPRD pour l'émergence en 2030. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment, M. Alain Moussende du PPRD, puis M. Bertrand Kabongo de l'UDPS. Écoutez, je n'avais pas préparé cette question, je ne l'avais pas mis dans le formulaire que je vous ai envoyé, mais c'est quand même passé cette semaine. Quels sont vos commentaires sur ce qui s'est passé autour de la décision de justice de Jean-Pierre Bemba? Comme Congolais, quelle est vos réactions? Décevant. Très décevant. Ceux qui suivent la politique congolaise de près, quel que soit leur... en passant, moi j'étais dans la même classe que Jean-Pierre Bemba. Dans l'école secondaire, et ça c'est juste derrière moi. Et on habitait tous à Gombe, là où l'école se trouvait. Je marchais à pied avec lui à la fin de l'école. Décevant parce que le MLC est un des partis politiques de très haut calibre du Congo. J'aimerais que ce parti politique continue. Juste pour clôturer, je suis très déçu de l'absence d'autres entités politiques d'Ottawa-Gatineau. Je félicite l'UDPS, qui est un très grand parti politique du Congo, de rehausser sa présence. On devait respecter, honorer ça. C'est le respect face à la communauté. L'UNC qui accepte et qui disparaît, c'est une insulte. C'est décevant, c'est déplorable. C'est l'amour patriotique. Oui, je pense que c'est très décevant pour moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours soutenu. La cause Jean-Pierre Bemba a montré vraiment comment cette justice de la haie fonctionne. Elle est faite pour amputer l'Afrique de son élite politique. La condamnation de Jean-Pierre Bemba sur les faits que vous connaissez est quand même assez décevant. Je l'ai toujours dit et je continue à le dire. Malheureusement, je salue encore les larmes des crocodiles du PPRD qui a livré Jean-Pierre Bemba à la haie. En tout cas, je vous remercie infiniment. Peut-être que ce n'était pas prévu aussi, comme vous êtes quand même des leaders de vos groupes respectifs. Je voudrais vous accorder chacun une minute pour passer le message que vous aimeriez passer à ceux et celles qui sont tentés de vous écouter ce matin. Alors, je commence par vous, monsieur du PPRD. Pour la diaspora congolaise, dépassez-vous. Regardez au-delà des mensonges, des calomnies qui circulent.
ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, je crois, qui se sont rendus compte que le PPRD est en fait la plus grande puissance politique du Congo. Mais malheureusement, extrêmement sous-représentée dans la diaspora. Nos portes sont ouvertes à tout le monde, à quiconque qui veut nous rejoindre. Nous organisons des colloques politiques. Nous avons l'habitude de parler avec preuve en appui, avec des données pragmatiques. Pas ce qu'on appelle à Lingala, les Masolo, à Matanga, les ondis, des choses comme ça. Nous sommes académiques, rigoureux et scientifiques. Donc venez nous rejoindre. Nos portes sont ouvertes et on vous accueillera à bras ouverts. Le message à la diaspora congolaise du Canada et d'ailleurs, c'est que nous sommes mûrs, comme disait Mobutu, le fruit est mûr et nous devons nous lever pour le cueillir. N'attendons pas qu'il tombe de lui-même. Je félicite les cadres du PPRD ici présents parce qu'au moins une fois, ils sont mis à découvert. Ils ont toujours travaillé en souterrain et je les félicite d'être venus pour débattre et on sait plus ou moins au Canada, on a des cadres du PPRD, mais j'espère que d'ici une année, ils continueront la lutte. C'est ce qu'on appelle la constance politique. Je vous remercie. Oui, allô. Une équipe politique. Oui, alors, ok, donc je termine ça. C'était un appel de Toronto pour la suite. Je vous remercie infiniment, tous les deux. Je profite de l'occasion. Faites à la communauté congolaise, le 30 juin, c'est votre journée d'indépendance. Et merci de la confiance que vous nous accordez à l'émission. À tous ceux et celles qui sont passés, merci de vous être déplacés. Et on espère vraiment que les choses vont se passer de la bonne façon, à la manière congolaise, parce qu'on respecte ce peuple-là. C'est un grand peuple. Il a donné beaucoup en Afrique et continue encore à donner beaucoup au Canada exactement et dans la plupart des pays au monde. Et on espère que ce dialogue n'est qu'un début, ce n'est pas une fin, et puis les choses vont aller en s'améliorant pour les Congolaises et les Congolais. Et je termine avec une citation que je suis parti chercher en Guinée. Là-bas, ils disent que le moustique suce le sang de l'homme, mais il craint le vent. Le moustique suce le sang de l'homme, mais il craint le vent. À bon entendeur. Salut. Voilà. Merci Jean-Marie, c'est très gentil. Et puis...